Il est l'un des principaux acteurs de l'assurance vie, autant dire l'une des principales cibles d'un gouvernement en mal de financement et qui reluque le magot via la fiscalité de l'épargne. Le bas de laine intronisé, nouvelle vache à lait des pouvoirs publics, car ce sont des dizaines et des dizaines de milliards d'euros que pèse le secteur aujourd'hui. Avec plus de 16% de revenus disponibles, les Français, on le sait, sont avec les Japonais les champions du monde. Côté noisettes, Gérard Beckerman est le président de l'AFER, l'association française d'épargne et de retraite, l'un des leaders du secteur. Autant dire que pour lui, 2011, ça risque d'être un peu rock'n'roll. Alors, on va parler bien sûr de la fiscalité de l'épargne, puisque c'est le sujet qui fâche par excellence, Gérard Beckerman, mais on va en parler dans la deuxième partie avec Cécile Cornudet des Échos. Auparavant, parlons de l'affaire. Vous avez présenté cette semaine vos résultats pour 2010, 3,52% d'intérêt contre 4,12% l'année dernière de revenus. C'est pas brillant, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est très bon. Ah bon ? 3,52, c'est un taux qui est net, c'est pas un taux brut, c'est 3,52 net d'impôt pour les épargnants, c'est un très bon taux. Oui. Mais pourquoi cette différence quand même de 0,6% d'une année sur l'autre ? Comment vous l'expliquez ? Mais vous pensez que les taux n'ont pas baissé de plus 0,6 depuis un an ? Les taux ont fortement chuté. Sauf que le taux AFER a moins chuté que la plupart des autres taux. C'est un bon taux et je dirais que c'est un taux naturel. Parce que quand on est à l'AFER, on ne peut pas jouer sur plusieurs contrats. Nous avons un seul contrat unique pour 735 000 épargnants. Donc ce n'est pas garanti en plus. Garanti, c'est un taux garanti. Capital garanti. Oui, le capital est en toute sécurité, c'est un capital qui est garanti. Mais à l'AFER, on ne peut pas habiller Pierre pour déshabiller Paul. Certaines compagnies peuvent être tentées d'annoncer ce qu'on appelle des taux d'appel, des taux promotionnels. C'est pas du tout la philosophie de l'affaire. Oui, parce qu'on voit souvent, venez chez nous, ça sera tant. On les oublie de dire que c'est les 3 premiers mois seulement, c'est oui, tout petit. En plus, ce ne sont pas des taux annualisés ailleurs. Ce peut ne pas l'être. À l'affaire, c'est un taux garanti, c'est un taux annuel, ce n'est pas un taux promotionnel et c'est le même taux que nous donnons pour tous les adhérents de l'association. Alors vous redistribuez 100% des résultats, alors que le gouvernement, disons la loi, vous autorise à aller que jusqu'à 85 voire 90%. Donc vous donnez tout, contrairement à d'autres qui en gardent un peu justement pour équilibrer d'une année sur l'autre, etc. C'est quoi ? C'est par volonté de dire bon voilà, j'ai gagné tant, je donne tant, ou c'est parce que comme ça au moins les choses sont claires. Il y a des années ça marche, des années ça marche moins bien, etc. Oui, vous avez raison, à l'affaire tout est clair. À l'affaire tout est clair, nous avons une philosophie. Et c'est quoi cette philosophie ? On n'est pas une banque, on n'est pas une compagnie d'assurance, nous n'avons pas d'actionnaires à rémunérer, l'intégralité, les 100% des bénéfices sont redistribués aux adhérents. C'est-à-dire que le taux que nous pratiquons est un taux qui est sage, qui est sain. Évidemment, j'aurais pu annoncer, comme certaines compagnies, des taux mirifiques. Mais vous voulez qu'on propose du Madoff ? Vous voulez qu'on propose du 8%? Ça vous obligerait à prendre des risques, par exemple, dans vos placements? Bien sûr. Un taux, c'est quoi? Le taux, c'est un risque. Je peux proposer du 6 ou 7%, mais je ne veux pas... Vous ne garantissez pas le capital dans ces cas-là? Bien sûr, je ne veux pas que les adhérents prennent le moindre risque. À l'affaire, c'est un bon taux, c'est un taux qui révèle une gestion en bon père de famille dans la durée. On ne veut pas faire des coups promotionnel à l'affaire. Est-ce qu'il y a un profil de vos épargnants ou est-ce que c'est de tous âges? On a l'impression qu'un épargnant, c'est plutôt quelqu'un d'un peu âgé, d'un peu très posé, très raisonnable, on va dire. Lorsque les pouvoirs publics ne provoquent pas les épargnants, ils sont toujours raisonnables et toujours posés. Ça, on va parler tout à l'heure. Alors, la moyenne d'âge de nos 735 000 adhérents, vous savez, 735 000, c'est une fois et demi le Luxembourg. C'est une grosse population. La moyenne d'âge est de 54 ans. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que la moyenne d'âge des nouveaux entrants, c'est-à-dire les nouveaux adhérents de l'affaire, on en a quand même eu 33 000 cette année. Tous les quarts d'heure, un Français, tous les quarts d'heure en France, un épargnant adhère à l'affaire. Oui, et les nouveaux épargnants alors ? La moyenne d'âge est de 34 ans. C'est très prometteur. Et sur ce montant, nous avons eu l'année dernière, par exemple, 7 500 épargnants qui avaient moins de 18 ans.
On avait même 2000 bébés qui ont été parrainés par leurs parents ou leurs grands-parents. Alors justement, 33 000 nouveaux adhérents, est-ce que c'est le signe que les gens ont peur de l'avenir ? C'est surtout le signe que les épargnants ont confiance en l'affaire. Mais ils ont peur parce que... Au-delà de ça, parce qu'on peut avoir confiance dans d'autres institutions financières. Je veux pas vous faire, c'est pas vous faire injure que de dire qu'il y a d'autres quand même grandes institutions financières qui sont solides, correctes, transparentes également. Bien sûr, l'ensemble de la communauté financière française est, je dirais, solide. Oui. Fort heureusement, on l'a bien vu dans la crise de 2008. Enfin, pour qu'un Français, tous les quarts d'heure, vous apporte des sous, c'est quoi ? C'est qu'il a peur de l'avenir ? C'est qu'il veut vraiment avoir des précautions C'est pas une peur, c'est une interrogation, une perplexité qui tient sans doute à la suspicion qu'un épargnant pourrait avoir vis-à-vis de la fiscalité de l'épargne en 2011 ou 2012. Justement, le regard cette fois du professeur d'économie à Paris 2 sur la conjoncture, même si on va en reparler tout à l'heure avec Cécile, d'un mot là. La conjoncture, je pense que le pire est derrière nous. On a une chance en France, on a une grande chance en France, c'est que nous avons été protégés, nous avons des régulateurs qui ont pris l'affaire en main dès le départ et fort heureusement nous n'avons pas eu les crises. L'affaire là, cette fois pas le même, ouais. Oui, nous avons eu je dirais une solidité. Un bon état d'esprit au sein de la communauté financière qui nous ont permis de passer la crise. Je ne connais pas d'institution financière, de banque ou de compagnie d'assurance qui ait fait faillite en France. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Donc il y a une solidité. Le risque ne vient pas de là. Gérard Beckerman, deux petits sujets encore. Tout d'abord, vous avez lancé, si j'en crois le site internet de l'affaire, un nouveau produit investissement socialement responsable. C'est quoi ? C'est pour sacrifier à la mode du développement durable, de la RSE, etc. Non, on n'aime pas les modes à l'affaire. On aime la pérennité, on aime la tranquillité. On ne fait pas de coups. Nous avons le temps devant nous. Nous avons lancé 2 nouveautés. La première, c'est le contrat dépendance. Il y avait 4 grands risques au lendemain de la guerre, la santé, la retraite, la famille et l'emploi. Au XXIe siècle, il y a la dépendance. L'affaire est dans un schéma d'épargne, je dirais, civique, citoyenne. Et pour nous, la dépendance est un risque que nous devons couvrir. Et avant tout le monde, nous voulons donner une fois de plus l'exemple. On a été le modèle en matière d'épargne et d'assurance vie. Nous voulons être le modèle en matière de dépendance. Et la seconde innovation, c'est la création d'une unité de compte, un fonds commun qui a un fléchage, une connotation développement durable, investissement socialement responsable. C'est important la qualité. Quitte à ce qu'il soit moins rentable que les autres investissements, par exemple. Et qui vous le dit qu'il sera moins rentable? Avoir des plus-values avec des SICAV ou des fonds communs, c'est bien. Avoir des plus-values quand on donne une finalité humaine, sociale, responsable, qualitative à cette SICAV, c'est encore mieux. Ou un fonds commun. D'un mot, Gérard Beckerman, on sait que vos prédécesseurs ont eu beaucoup de conflits en procès avec 400 000 des adhérents. Est-ce que l'affaire, c'est le cas de le dire, est derrière vous maintenant? C'est en train de se régler? Oui, j'ai bien compris. Oui, c'est dans de bonnes mains et c'est en voie de bonne médiation et de solutions. Ça sera vraiment de l'histoire ancienne? Oui, ce sera de la préhistoire. Alors, je le disais tout à l'heure, Gérard Beckerman, les revenus de l'épargne sont dans le collimateur du gouvernement, un gouvernement en mal, je l'ai dit, de financement. On en parle dans un instant. Au départ, avant, on regarde le reportage signé Flora Sauvage pour savoir justement si c'est une bonne chose d'essayer de ponctionner l'épargne, en tout cas les revenus de l'épargne, ou ça peut avoir des effets pervers. Comment augmenter la fiscalité de l'épargne? Pour Philippe Marigny, rapporteur général du budget, la solution est simple. Il faut taxer l'assurance vie et le livret A, le produit d'épargne le plus prisé des Français. Ce n'est pas que l'épargne des pauvres, ce n'est pas que l'épargne des gens modestes. C'est en quelque sorte la ressource de poche des gens qui sont mieux pourvus. Alors quand je dis que les intérêts versés sur un livret A au-delà du plafond du livret A de 15 000 euros doivent entrer dans la base de l'impôt sur le revenu, c'est vraiment, à mon avis, une proposition qu'il faut retenir. Autre produit d'épargne dans la ligne de mire, l'assurance vie. Le régime actuel de l'assurance vie est tout à fait utile, nécessaire, mais 8 ans, c'est trop court. Donc, à mon avis, les avantages de l'assurance vie
telle qu'elle existe actuellement sur le plan fiscal devrait être réservée à des produits plus longs et j'ai proposé 12 ans. Mais si l'on augmente la taxation de l'épargne, les conséquences risquent d'être néfastes sur la croissance. C'est ce que pense Bertrand Jacquillat, vice-président du Cercle des économistes. Il faut protéger l'intérêt du placement de l'épargne dans les fonds propres des entreprises, surtout petites et moyennes. Une taxation supplémentaire de l'épargne, d'une part, et ces réglementations vis-à-vis des institutions financières, d'autre part, ne vont pas dans le bon sens. Pour l'instant, l'exonération d'impôt sur le revenu des intérêts des livrets d'épargne réglementés est maintenue. Mais pour combien de temps? La question reste ouverte. Cécile Cornudet, avant il y avait l'automobile comme vache à lait, donc maintenant c'est monsieur Backerman et les 735 000 adhérents de l'affaire qui vont aller dans le pré. Écoutez, monsieur Mariani, oui. Dans une période comme ça où on sent qu'on est tout d'un coup dans l'œil du cyclone, il y a un intense travail de lobbying pour dire oubliez-nous un peu, il y a d'autres produits à taxer. J'entendais l'expression vache à lait. Vous savez, si on considère que l'assurance vie est une vache à lait, il faut faire attention aux vaches, parce qu'une vache peut devenir un loup, et un loup méchant quand on veut trop la traire. Concrètement, comment vous pouvez réagir ? Concrètement, d'abord, pourquoi faudrait-il réagir et pourquoi devrions-nous réagir et comment ne le pourrions-nous ? Parce qu'ils vont légiférer. Oui, mais l'assurance vie, c'est quoi ? L'assurance vie, la première chose à faire, c'est de faire comprendre à nos élus, les sénateurs, les députés, ce qu'est l'assurance vie. L'assurance vie, c'est 1300 milliards. C'est le placement préféré des Français. Quand les Français ont 100 € d'économie, 90 € vont en assurance vie. L'assurance vie et les livrets, en fait. C'est les deux... C'est pas... Mais non, l'encours des livrets, c'est 160 milliards. L'encours de l'assurance vie, c'est 9 fois supérieur, plus de 1300 milliards. Est-ce que vous êtes un peu plus... Est-ce que vous êtes plus rentable ? Enfin, vous redonnez plus de... Bien sûr, parce que l'assurance vie est plus intéressante. Et l'assurance vie répond aux préoccupations des Français. Pourquoi les Français déposent en assurance vie ? La sécurité ? Pas que la sécurité, parce qu'il y a la sécurité du placement, mais parce que l'assurance vie, je dirais, elle est civique. L'assurance vie, elle a une vertu civique parce qu'elle permet de compléter les revenus pour les retraites, parce qu'elle permet de faire face aux aléas de la vie, la santé, l'éducation des enfants, des dépenses particulières et un motif d'épargne également, parce qu'on a peur de l'avenir. C'est ça l'assurance vie. Et puis je dirais, pourquoi s'attaquer à l'assurance vie ? Parce qu'il y a de l'argent, comme vous dites. Mais si on veut qu'il y en ait, il faut le laisser là où il est. Vous savez, attaquer l'assurance vie, quelle est la justification de l'assurance vie ? On a attaqué le reste, on a attaqué l'épargne logement, l'épargne en action, l'épargne retraite. Réfléchissons à un régime de TVA qui permette de rapporter quelques deniers publics à l'État. Ce que je veux dire, c'est que le bien de l'assurance vie exclut le fait qu'elle puisse être à nouveau attaquée en 2011. Est-ce que vous mettez en avant, par exemple, le fait que la population qui est titulaire de plans d'assurance vie est modeste, par exemple, et que ça ponctionnerait d'une certaine façon leur pouvoir d'achat sur le long terme, des choses comme ça ? Bien sûr, ce sont des gens modestes. Vous avez aujourd'hui 12 millions de Français qui sont titulaires d'un contrat d'assurance vie et à peu près 33 millions de bénéficiaires. C'est quoi le montant moyen, médian d'une assurance vie ? Il y a combien d'argent sur... C'est à peu près, je dirais, en ce qui concerne l'affaire, c'est 59 000 €, 60 000 €. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais ce ne sont mal. pas des grosses fortunes. Ce ne sont pas des grosses fortunes. Laissons l'assurance vie tranquille. On ne demande pas de prime à la casse, on ne demande pas de subvention, on veut la paix. L'assurance vie a déjà subi plus d'une dizaine de réformes au cours des 15 dernières années. Laissons-la vivre. D'autant, et je rajouterai cela, c'est qu'elle a une grande mission. À quoi ça sert ces économies ? Ça sert à financer les États. Vous devez savoir, nous devons savoir que sur 100 € de mise en assurance vie, quelques 35 € vont aider à acheter des OAT, des emprunts d'État de toute l'Europe, que 55 €... Une vraie déperdition, un vrai détournement des Français du produit si on le taxe un petit peu. J'espère ne pas craindre, parce que j'espère que les pouvoirs publics seront conscients
qu'à une grande échéance, on ne prend pas des risques. Oui, mais est-ce que ça gèle pas la consommation toute cette... les Américains, c'est 4% l'épargne. Oui, c'est ça. On a toujours dit l'épargne, c'est un mal français. Voilà. Est-ce que c'est toujours le cas? Pourquoi? L'épargne n'est pas un mal français. Il y a une très grande stabilité du taux d'épargne au cours des 30 dernières années. L'année dernière, on était à un taux de 16,2% contre 15% en moyenne. Bon, ce n'est pas une augmentation très substantielle, mais je voudrais terminer sur un point. À quoi sert l'assurance vie? L'assurance vie, elle sert à financer les États et les dettes publiques, et elle sert à financer l'économie et les entreprises françaises, les entreprises qui sont en France, et financer également la petite entreprise à hauteur de 55 € sur les 100 € que j'évoquais tout à l'heure. 35 pour les États, 55 pour les entreprises. C'est ça qu'on veut attaquer? C'est ça qu'on veut pénaliser? C'est ça qu'on veut fiscaliser? Quand on regarde les comportements des Français, quelle est la part de la fiscalité dessus? Est-ce que, par exemple, la crise qui pousse les gens, il y a des chiffres de l'INSEE qui viennent de sortir à se mettre sur des produits plus rassurants, c'est pas plus fort finalement, donc du coup ce serait mieux pour vous que la fiscalité. Après tout, le travail est déjà tellement taxé, pourquoi pas taxer un petit peu Non, il faut raisonner en patrimoine, c'est-à-dire en stock, et puis raisonner en flux. Sur le stock, les Français détiennent quoi? Ils détiennent à peu près 10 000 milliards d'euros de patrimoine, de capital. Sur ces 10 000 milliards, vous avez environ 6 000 milliards, 6 500 milliards d'immobilier, et le reste de produits et de placements financiers. Et les actions aussi, en actions. Qui sont compris dedans, dans les placements financiers. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au sein de ces placements financiers, l'assurance vie représente à ce jour un petit 40%. D'accord? Mais en flux, c'est-à-dire sur la nouvelle épargne qui est créée chaque année, c'est pas 40%, c'est plus du double. C'est-à-dire que l'assurance vie continue à drainer, à aspirer, je dirais, l'essentiel de l'épargne. Plus le fisc se dit, tiens, allons-y, justement. Oui, il y a un cercle vicieux, là, attention. Les prélèvements, sur quoi peuvent-ils reposer? Ils peuvent ne pas reposer uniquement sur... Mais déjà beaucoup. Mais pas du tout. Regardez le budget de l'État. Le budget de l'État qui est assis sur la fiscalité des revenus du patrimoine est très faible par rapport à la fiscalité indirecte notamment. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion que nous devons tous engager sur quel est le meilleur moyen qui permet, car on est tous conscients qu'on est dans une période historique. Les États sont acculés, les déficits sont considérables, les dettes sont considérables, même si, depuis un an, on sent une nette amélioration et que nous allons dans la bonne direction. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut plus toucher à l'assurance vie. Réfléchissons tous ensemble, de manière citoyenne, de manière civique, aux meilleurs moyens qui permettent d'apporter des deniers publics sans déstabiliser, sans remettre en question la confiance des Français. Quels sont sur l'échiquier politique vos meilleurs soutiens? C'est pas le PS qui veut vraiment aligner les prélèvements du capital et du travail. On voit qu'à droite, c'est quand même... C'est qui vous appuyez aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous pourriez faire si tout compte fait, le gouvernement ne vous écoute pas? Oui, parce que vous expliquez, mais après, le loup, qu'est-ce qui peut sortir comme arme secrète? Le loup, il a besoin d'un berger. Ce berger, c'est la confiance. Et la confiance, c'est le meilleur trésor d'un gouvernement. Vous sentiriez trahi en termes de confiance par les pouvoirs publics si il légifère là-dessus très vite, parce qu'on doit passer à l'autre... Il faut que les mesures soient équilibrées, il faut que les mesures soient saines, il faut que l'on mette entre parenthèses, pour une fois, l'assurance vie, qui apporte beaucoup plus qu'elle ne coûte. Affaire à suivre, comme on dit, c'est un feuilleton, on y reviendra sans doute. Alors, l'avocat Édouard de Lamaze est le nouveau représentant des professions libérales françaises au Conseil économique et social européen à Bruxelles, entre autres, ou à Strasbourg, des professions libérales qui ont beaucoup évolué ces dernières années. Alors, qui sont-elles aujourd'hui? La réponse avec Cécile Sixou, et Édouard de Lamaze nous rejoint pour en parler avec Gérard Beckerman. Avocats, médecins ou encore détectives, des métiers diversifiés qui forment pourtant un même corps social, celui des professions libérales. Et en France, elles jouent un rôle important dans l'économie. En effet, au total, ces professions représentent 190 milliards de chiffre d'affaires et emploient 1 800 000 personnes. Mais ce poids lourd économique souffre de handicap. Il est tiraillé entre deux types de métiers qui évoluent de façon opposée. D'un côté, les métiers réglementés, c'est-à-dire ceux qui répondent à des règles de déontologie
déontologie et de pratique, comme ceux de la santé ou du droit, et qui sont de moins en moins nombreux. De l'autre, les non réglementés, comme les professions de conseil et de services, eux, en pleine expansion. Cette activité a permis de créer 130 000 entreprises libérales en 2 ans. Les professions libérales sont de plus en plus hétérogènes. Un rapport de 33 mesures paru en 2010 propose d'y mettre de l'ordre. Édouard de Lamaze, c'est quoi votre rôle en fin de compte à Bruxelles? C'est de faire du lobbying, c'est ça, pour les professions libérales françaises? Oui, je pense que c'est ça. Pour une fois, quelqu'un me dit qu'on peut faire du lobbying sans avoir honte. Pas de gêne à ça. Non, faire du lobbying à Bruxelles en travaillant sur des textes qui sont présentés par la Commission ou au Parlement, en amont ou en aval, dans l'esprit de la défense de la spécificité des professions libérales françaises. Alors on l'a vu avec le reportage de Cécile Sixou, elles ont beaucoup évolué. Elles demandent quoi aujourd'hui, ces professions? Elles demandent à continuer à exister d'après la définition qu'on en a donnée aujourd'hui, qui est une définition assez spéciale. C'est en fait un prestataire de services intellectuels sans remise matérielle. C'est-à-dire qu'il est à la fois entre l'artisan, le consultant, il a une particularité, une spécificité. Le courtier, pour que je suis content de saluer, et certainement profession libérale en tant que telle. Donc il a une spécificité qui n'est pas la même dans certains autres pays européens. Donc il entend à la faire valoir au niveau européen. Gérard Beckerman, les professions libérales sont parmi des grands épargnants pour vous? Au contraire, ce sont des gens qui réinvestissent beaucoup? Le taux d'épargne pour les professions libérales est sensiblement supérieur au taux d'épargne des autres catégories socio-professionnelles. Oui, pourquoi? Les libéraux épargnent plus. Parce qu'ils ont des revenus supérieurs. Oui, mais au-delà de ça, c'est parce qu'ils sont aussi, peut-être, ils ont un avenir un peu plus incertain, donc ils préfèrent se border un peu plus. Oui, c'est un motif de précaution. Oui, juste pour répondre également à cette question. S'ils épargnent, c'est parce qu'ils sont des entreprises pérennes. Contrairement à certaines autres entreprises commerciales, de PME notamment, il y a cette pérennité qui est due à leur diplôme, leur formation, et donc ils sont là pour 30-40 ans, ce qui est assez rare. Donc il y a, de fait de la formation, ce ne sont pas des notables, c'est fini le professionnel libéral notable, fortuné. Oui, on voyait le grand avocat ou le grand médecin. Voilà, c'est fini, aujourd'hui on a des acteurs économiques qui sont pérennes, qui ont une activité pérenne. Gérard Beckerman, Bruxelles, c'est important selon vous aujourd'hui? Je veux dire que c'est aussi important que d'être ici au Sénat ou à l'Assemblée nationale pour défendre ces points de vue? Le lobbying, il concerne nos élus, les sénateurs, les députés, il concerne également les pouvoirs publics. Je connais toutes les portes à Bercy maintenant. Il concerne bien évidemment Bruxelles. Pourquoi? Parce que Bruxelles, c'est une philosophie, je dirais, de liberté. Une philosophie de libre prestation de services, et nous comptons beaucoup sur Bruxelles pour faire évoluer, je dirais, certains usages, parfois certains règlements qui concernent la France, et notamment la distribution des contrats d'assurance vie en France. Et nous comptons beaucoup sur Bruxelles pour faire évoluer ces usages. Alors justement, Édouard de Lamaze, est-ce que vous n'êtes pas parmi vos confrères du Conseil économique et social européen, un peu l'espèce de vilain petit canard, encore très conservateur, très étatiste, face à des pays quand même qui, comme l'évoquait Gérard Beckerman, sont plus libéraux, on va dire, dans un sens qui est un peu un gros mot chez nous? En France, on a une spécificité. Les professions libérales appartiennent, si vous voulez, à un corps un peu institutionnel. Incontestable, c'est l'histoire de la France. Et on l'oppose uniquement au commercial. On a 2 grandes catégories bicéphales en France, c'est soit institutionnel, soit commercial. En Europe, et dans certains pays, notamment anglo-saxons ou d'Europe du Nord, on est inspiré par un autre service, un service circulant, un service plus ouvert, plus libéral. Alors, il faut, j'allais dire, à la fois porter nos valeurs, parce que nous avons attaché de notre élément institutionnel des valeurs pour les professions libérales, mais aussi rapporter un peu en France sur des grandes discussions, et M. Beckerman a bien raison d'en parler, notamment sur le droit européen des contrats, sur le pacte sur le marché unique, qui est une commande de M. Barnier, à apporter notre vue des choses, parce que nous sommes des professionnels qui avons une formation, une éthique, une déontologie, et qui, au fond, fonctionnons dans la société de manière parfaitement ouverte et prêts
à faire des échanges, mais avec certaines conditions. Alors, parmi les... Gérard, vous vouliez ajouter quelque chose? Ce que je veux rajouter, c'est que ce que je ressens de la part de certains ministres, c'est une attitude, un comportement assez systématique ces dernières années de remettre en question, je dirais, de revenir sur le statut fiscal et social, puisque nous en parlions de l'assurance vie. J'écoutais il y a quelques mois les réponses de nos deux ministres des Finances et de la Justice concernant la qualification du contrat d'assurance vie, les réponses Proriol et Baquet. Mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que on s'attaque de manière, je dirais, pernicieuse, progressivement, la technique de grignoter ce qu'est l'assurance vie, qui est un contrat d'assurance vie régi par le Code des assurances, pour mêler des considérations spécifiques, c'est-à-dire pour remettre en question son véritable statut, et on l'a vu dans les réponses de nos deux ministres, Proriol et Baquet. C'est ça qui est inadmissible, parce qu'on s'attaque à l'unicité du contrat d'assurance vie. D'un mot, Édouard de Lamaze, parmi vos projets, la création d'une holding de profession libérale, Quesaco. C'est un moyen... Vous allez mettre l'expert comptable, l'avocat, pourquoi pas le médecin, le kiné. Le 8 ensemble, décembre, le Sénat a adopté un projet de loi qui permet cela. Alors maintenant, il y a la navette parlementaire, deuxième lecture à l'Assemblée qui va avoir lieu prochainement. Les professionnels libéraux ont une formation commune, c'est-à-dire d'excellence. Ils ont un titre. Médecins, avocats, architectes... Enfin, les médecins sont déjà, ou les avocats sont déjà en pool, si je veux dire, en holding, non? Chacun dans leur secteur. Oui. L'important, c'est surtout au niveau du Conseil... De croiser les secteurs. Croiser les secteurs, comme l'Europe nous le demande, c'est-à-dire cette interprofessionnalité nécessaire pour le consommateur, de faire en sorte que des experts comptables puissent être mariés avec des avocats en amont pour offrir une prestation de qualité par un développement économique de leur, au pluriel, entreprise. Oui, c'est du 2 ou 3 en 1, quoi. Si vous me permettez une formule un peu triviale qu'on utilise surtout pour les shampoings. C'est pas un service commun. Ouais. C'est un investissement en commun. Merci Édouard de Lamaze. Vous avez écrit un ouvrage, je vais faire de la pub pour PUF, pour les presses universitaires de France aujourd'hui, puisque les deux ouvrages sont au PUF. Le premier, c'est vous. Vous avez écrit avec Christian Pujade, qui s'appelle L'avocat, le juge et la déontologie, donc au PUF. Puis Gérard Beckerman, vous sortez aujourd'hui même un petit opus qui s'appelle Les 100 mots de l'épargne, justement, également dans la collection Que sais-je, aux presses universitaires de France. Les 100 mots MOTS, mais j'espère que les pouvoirs publics ne vont pas le convertir en MAUX. Écoutez, ça, je l'ai dit tout à l'heure avec Cécile Cornudet, affaire à suivre, et croyez-moi, on va la suivre. Alors, comme d'habitude, vous retrouvez cette émission, c'est sur www.publicsénat.fr. Le prochain invité de Leader, ce sera Bruno Lafont, le PDG du groupe Lafarge, qui est le leader mondial des matériaux de construction. La planète repart, mais et nous, point d'interrogation. Soyez bien sur Public Sénat.